ce soir là pour nous parler des innovations thérapeutiques et notamment des progrès sur les phases précoces et en immunothérapie à l'ASCO en 2020, là sur l'ASCO un peu particulière parce que tout s'est passé en live. Vous êtes avec nous, Christophe? Oui, je vous entends. Je vous Ah, entends. super. Merci. Merci à vous. Eh ben, un grand merci d'être avec nous un grand merci à ceux qui nous suivent aussi un peu en différé. On sait qu'il y en a pas mal qui nous suivent en différé. On est pas mal suivis sur les vidéos Facebook. Sur Facebook. Très bien. Donc, je vous laisse passer mes slides, c'est ça? Comme vous voulez. Ok, oui, ça me va. Ok, donc on va commencer. Donc, ASCO 2020. Donc, quelles sont les actualités? Donc, ce qu'on appelle en drug development, donc développement des thérapeutiques, avec deux grandes thématiques, bien sûr, puis une troisième qu'on a vu émerger. Alors, je ne vois pas mes slides, mais bon, elles sont diffusées, c'est bon? En train de charger. Non, là, non. Très bien. Attends un peu, c'est un peu le fichier est un peu lourd. Ou sinon, je peux éventuellement partager mon écran si ça. C'est même ce qu'il y a de plus simple. Ouais, je pense. Ok. Si c'est possible de faire ça, c'est peut-être encore le plus simple. Si jamais il y a un problème, nous, on a le diapo. Ok, on essaye. C'est bon? Magnifique. C'est bon. Attendez. Alors, on va mettre... Ah. Alors, 2 secondes. Hop. Ah, J'en profite pour dire à tous ceux qui nous suivent le fait qu'on on a organisé on va vous partager un sondage pour obtenir vos retours quant à cette semaine post-ASCO. On se dit que probablement on aura à faire la même chose pour la post-ESMO, donc si on pouvait améliorer un petit peu ce qu'on a fait. Donc vos retours sont plus que précieux. On va vous poster le lien vers le sondage. Voilà, que vous nous disiez en termes de format, en termes de contenu. Est-ce que vous auriez aimé peut-être un peu plus de temps par intervenant, moins de temps par intervenant, l'abord de thématiques différentes. Voilà, on va vous partager le lien. Ah bah voilà, magnifique. C'est déjà fait. ok. Je peux repartager mon écran si vous voulez. Ouais. Ok, donc thérapeutique. Ok, de l'ASCO. Donc, c'est les conflits d'intérêts. Donc, je vous rappelle que c'est important de déclarer vos conflits d'intérêts, en particulier dans les problèmes de drug development. Et puis, je vous rappelle que vous savez, ce monsieur qui était José Passelga, en fait, a été viré du mémorial parce qu'il n'avait pas déclaré ses conflits d'intérêts. Donc, quand vous êtes investigateur de phase 1, vous devez absolument déclarer vos conflits d'intérêts. Il peut être nombreux. Donc, l'ASCO 2020, en fait, j'aimerais bien en introduction, voilà, vous dire qu'est-ce que vous avez retenu, vous, des papiers des 5 dernières années. Et puis après, on verra qu'est-ce que vous avez retenu de l'ASCO des dernières années. Parce qu'en fait, c'est toujours intéressant de refaire un retour en arrière pour savoir qu'est-ce qu'on avait dit sur les ASCO 2016, 2015 et voir ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est interactif, la session, je pense, c'est ça? Donc, De 2017. manière interactive, hein. Ouais. On peut complètement dire, par exemple, hop, autoriser les personnes. On peut faire les questions. Donc, les papiers voilà, à retenir sur les 5 dernières années, c'était un peu ça. C'était les pédales dans mismatch repair, les mutations d'NR repair dans la prostate germinale,
les problèmes de screening moléculaire comme Moscato, et puis l'erdafitinib, donc FGFR inhibiteur, dans les cancers de vessie FGFR mutés en fait. Alors, quid de l'ASCO? Parce que l'ASCO, vous savez, c'est pas le congrès des phases 1. Donc, pour vous, vous devez retenir que l'ASCO, c'est un congrès en fait, pour des oncologues américains. Donc là, c'est ouvert sur le monde, mais ça s'adresse principalement aux oncologues américains qui font du privé en fait. Donc, ça vous explique que pour différentes raisons, les phases 1 sont peu ou pas montrées à l'ASCO et qu'il y a d'autres congrès en fait, où il y a des phases 1 qui sont montrées à l'oral, donc les SMO, ce qu'on appelle l'ACR, qui est probablement le congrès des phases 1, le TAT, et ce qu'on appelle le triple meeting qui se passe souvent à l'automne en Europe, aux États-Unis. Donc, ce qui serait intéressant, j'ai fait un petit exercice, je vous ai montré, ça c'est la slide que Jean-Charles Soria avait fait en 2015 au post-ASCO de l'IGR. Et en fait, en 2015, donc il y a 5 ans, hein, en gros, il y avait une balance très très nette entre les immunothérapies, c'était le début des anti-PD1 qui commençaient à expandre leurs indications, et puis on commençait à avoir d'autres cibles potentielles, et puis avec classiquement en fait, les thérapies ciblées et les traitements qui ciblent en fait, donneurs hyper, il y avait une certaine balance entre ces deux thématiques. Ce qui s'est passé entre 2016 et 2019, c'est qu'il y a eu une arrivée massive, donc vous savez, on appelle ça le tsunami de l'immunothérapie, des anti-PD1, PD1, des combinaisons, des biomarqueurs et d'éventuels en fait, problèmes, donc on appelle le dark side de l'immunothérapie, l'hyperprogression, des phases 3 qui devenaient négatives et des combinaisons qui n'étaient pas si efficaces que ça. Et puis petit à petit, en fait, on a vu que la médecine de précision et les thérapies ciblées perdaient entre guillemets de terrain ou d'intérêt. Donc, on est même venu à dire que l'ASCO devenait en fait un congrès d'immunothérapie. Alors, clairement, on a besoin de nouvelles drogues. Donc, moi, j'aime bien la science-fiction. Donc, je vais vous parler de 3 choses qui sont un peu les 3 dragons dans Game of Thrones. Donc, la première chose, donc ça, c'est depuis 1 an, il y a un vrai regain d'intérêt de la médecine de précision. Et je vais vous donner un exemple qui sont les inhibiteurs de RET. Donc, il y a eu un oral sur un inhibiteur de RET qui est le Blue 667 avec des résultats assez importants, assez intéressants, qui sont nouveaux d'une certaine façon. On connaissait leur activité dans le cancer du poumon, le cancer de la thyroïde, puis vous verrez qu'il y a de l'activité en dehors de ces maladies. Après, il y a bien sûr l'immunothérapie. Je vous parlerai d'une thématique particulière, mais en fait, il y a beaucoup d'immunothérapie. Encore une fois, l'ASCO n'est pas le congrès, en fait, ni de l'immunothérapie, ni d'une nouvelle façon de faire de l'immunothérapie. Et puis après, la nouveauté pour moi, c'est la chimiothérapie. Donc, en fait, ce que Benjamin Bess appelle la smart chimiothérapie. Et après, je vous donnerai 2 exemples. Donc, à retenir pour vous, c'est ça. C'est le RET inhibiteur, le Blue 667, le Pralzetinib. Donc, ce n'est pas des données nouvelles, c'est des EBDT. Donc, c'est un des médicaments. En fait, il y a 3 médicaments qui sont développés inhibiteurs de RET. C'est présenté par Vivek Subbiah. C'est partie de ce qu'on appelle les inhibiteurs sélectifs de RET. Donc, il y a d'autres inhibiteurs de RET. Il y a d'autres inhibiteurs de RET, mais globalement, ce médicament-là, avec l'Oxo et le Boston, font partie des nouveaux inhibiteurs de RET qui sont 80 fois plus sélectifs que les inhibiteurs de RET, VEGFR2 et des autres inhibiteurs. Et en fait, l'idée, c'est clairement avoir une approche agnostique. Donc là, je vous ai remis dans une revue l'histoire de RET. C'est un gène qui a été identifié il y a plus de 20 ans dans les cancers de la thyroïde, dans un certain type de cancer. Il a fallu attendre 20 ans pour avoir des inhibiteurs en fait, très sélectifs. Où on trouve dans principalement les tumeurs de la thyroïde et les cancers du poumon. Donc 10 à 20% des cancers de la thyroïde, 1% des cancers du poumon. Et après, vous pouvez voir, c'est quasi 1% ou moins de 1% de plein d'autres maladies qu'on ne screen pas forcément pour les mutations ou pour les fusions. Qu'est-ce qu'on a? On a soit des mutations, soit des fusions. En fait. Et vous savez qu'il y a des mutations germinales qui donnent des cancers, parce que les cancers médulaires de la thyroïde peuvent être sporadiques ou germinales. La slide à retenir qui n'était pas présentée à l'ASCO, mais qui est pour vous, c'est que pendant longtemps, on a traité ces patients avec des médicaments, ici, le cabozantinib, le vandetanib, qui sont des anti-VEGFR, tout anti-VEGFR et anti-RET. Et globalement, on avait des taux de réponse qui étaient globalement assez mauvais, avec une PFS moyenne, ce qui faisait dire aux détracteurs de la médecine de précision que ça ne marchait pas. Et donc là, je vous ai remis en fait les autres potentiels inhibiteurs donc, de TKI. On voyait qu'il y avait une grosse différence. Donc là, en longtemps, on a dit que RET n'était pas une anomalie actionnable. Donc c'est faux. En fait, RET est une anomalie actionnable. Il faut juste trouver le bon médicament. Et aujourd'hui, on a des médicaments très efficaces pour targeter ces altérations. Un papier qui date de 1 ou 2 ans, donc de la phase 1 du RET inhibiteur, donc le Blue 627, qui montre que le médicament est très spécifique, très sélectif, et c'est les premières données publiées dans Cancer Discovery. Donc, Cancer Discovery est un journal qui publie les données précoces des phases 1 aujourd'hui.
Donc, cette étude, elle s'est focalisée sur un update de la phase 1, en particulier sur les tumeurs des thyroïdes, en particulier sur les cancers qui avaient des fusions de RET, parce qu'aujourd'hui, on pense que les fusions de RET sont probablement les anomalies les plus actionnables. Donc, classiquement, les cancers de la thyroïde, mais en fait, vous avez d'autres cancers, qu'on reverra plus tard, qui sont des cancers aussi bien des cancers digestifs que des cancers du sein, que des cancers du thymus. Chez les cancers de la thyroïde, on retrouve les données qui sont connues avec une activité très spectaculaire, donc moins 40%, moins 60%, moins 5%, donc réponse complète. Souvent, ces réponses sont durables, donc les patients sont traités pendant 1 an, voire 2 ans, voire plus de 2 ans, sans résistance primaire et des résistances secondaires qui apparaissent forcément, mais d'une façon différée. Ce qui est nouveau, qui n'a jamais été montré, c'est ça. Chez les patients qui ont des cancers, donc non cancer du poumon, non cancer de thyroïde, on peut trouver des fusions RET. Donc, vous voyez, c'est pas très fréquent parce qu'il y a quasi une barre d'une couleur par histologie, mais probablement que quelle que soit l'histologie, donc tumeur neuroendocrine, cancer du pancréas, cholangiocarcinome, cancer du côlon, thymus, vous pouvez avoir des fusions de RET, cancer de l'ovaire, avec des réponses qui sont assez spectaculaires, très similaires à ce qu'on voit dans les cancers de la thyroïde ou les cancers du poumon fusionnés ou mutés RET. Là, c'est un exemple d'une dame qui a un cholangiocarcinome. Donc, gardez à l'esprit pour vous, les cholangiocarcinomes sont la maladie par excellence pour la médecine de précision. C'est très similaire à un cancer du poumon. Si vous faites un panel NGS type Foundation Medicine ou autre, vous allez trouver dans 2 tiers des cas une anomalie potentiellement actionnable. Après, toute la problématique, c'est de trouver le médicament efficace. Mais là, c'est l'exemple d'une dame qui a une fusion RET qui a été traitée par chimiothérapie et qui a une réponse partielle de très bonne qualité à plus de 20 mois sous inhibiteur donc de RET Blue 667. Donc, gardez à l'esprit donc, la médecine de précision, la nécessité de faire des profils moléculaires et un des messages qui a été véhiculé à l'ASCO cette année donc, par l'ASCO et sur Twitter, dont les gens qui relayaient les messages de l'ASCO, c'est qu'il faut faire des profils moléculaires à tous les patients. Donc, on pourra en discuter comment on le fait, est-ce que vraiment on le fait à tous les patients. Donc, le grand message de l'ASCO de cette année, c'était qu'il faut faire des profils moléculaires à tous les patients, en particulier pour des tumeurs rares ou des tumeurs qui sont réfractaires au traitement standard. La chimiothérapie, donc vous ne l'oubliez pas, et en fait, ce que vous devez avoir vous à l'esprit, c'est ça, c'est les ADC, anticorps couplés. Différents exemples donc de médicaments qui targetent EGFR, qui targetent TROP2, qui targetent HER2 avec le composé d'Achi. Et cette année, alors j'étais obligé de le mettre, c'est un composé qui targete le SACAM5, donc l'équivalent de l'ACE, présenté par Anas Gaza, et qui la phase 1 a été faite au DITEP. Alors je vous la présente parce qu'il y a 4-5 ans, quand on a commencé la phase 1, personne n'aurait parié que cette étude allait faire un oral à l'ASCO. Donc, c'est une étude donc, de Sanofi-Aventis. Donc, ça explique aussi la relation qu'on doit avoir avec les industriels qui permet en fait, de monter des programmes sur plusieurs années. Le SAR 408-711, c'est un anticorps couplé à la méthancine et qui va reconnaître le SACAM5. Le SACAM5, c'est un variant de l'ACE, un isoforme de l'ACE qui est découvert qui est trouvé dans différentes tumeurs, dont les cancers donc, qui surexpriment l'ACE. Donc, ça ne vous étonnera pas, cancer du poumon, cancer du côlon et cancer digestif. Et puis après, il y a d'autres tumeurs, on pourra en discuter, qui surexpriment l'ACE et le SACAM5. Initialement, ça a été montré donc, à l'ASCO déjà il y a quelques années, c'est les premiers résultats de la phase 1. Il y avait des réponses assez intéressantes dans les cancers du côlon MSS. Cancer du côlon MSS qui répondait donc à une chimiothérapie à base de poison du fuseau. Les poisons du fuseau, normalement, ne sont pas efficaces dans le cancer du côlon. Donc, ça a été très intéressant. Et puis, Anas Gaza a montré, lors de cette présentation, les résultats des patients cancer, principalement du poumon, qui surexprimaient, donc qu'on appelait high expressor, donc la CE, ou moderate expresseur, avec taux de réponse qui sont assez intéressants et qui sont très prometteurs pour un médicament qui est actif. Donc, chez les patients qui ont été pré-traités ou pas par immunothérapie, pré-traités par chimiothérapie, indépendamment de mutations type EGFR. Donc, l'expression de la CE n'est pas corrélée à la mutation ou pas de GFR. Vous avez des réponses de ce type-là. Donc là, c'est des petites tumeurs, mais qui disparaissent ou qui répondent d'une façon très, très intéressante. Et puis après, vous avez comme des réponses prolongées. Donc là, vous avez les semaines. Donc là, on est à 50 semaines, 1 an, 2 ans. Donc vous avez des gens qui ont des réponses au-delà d'1 an. En termes d'effets secondaires, donc c'est de la chimiothérapie, mais de la chimiothérapie voilà, intelligente. Donc les gens ne vomissent pas, ils ne perdent pas leurs cheveux. Et par contre, avec tous les ADC, vous avez un peu de toxicité hématologique et un peu de toxicité neurologique, qui est la toxicité limitante de ces ADC. Donc, il faut le garder à l'esprit, parce que je pense, alors je sais, vous avez vu le topo de Marie Vislès, je crois que c'était hier ou avant-hier. Je ne sais pas si elle vous en a parlé, donc si elle vous en a parlé, désolé pour la redite, mais pour vous, c'est un des ADC qui va potentiellement changer la prise en charge des cancers du poumon.
il y a une phrase, donc les résultats sont prometteurs, ils ont été considérés prometteurs, et donc il y a une phase 3 qui va commencer et qui va comparer donc ce médicament chez des patients des traitements standards de première ligne et d'immunothérapie. Donc le standard dans cette situation, je ne suis pas un expert, mais après c'est le Taxotere. Donc c'est Taxotere versus le SAR 408-701. Une autre étude intéressante qui m'a été rapportée par Karen Robert et Antoine Holbeck, que je n'avais pas vue, qui est donc la combinaison d'un agent qui cible le DNAR-hyper, un ATR inhibiteur, avec le Taxol chez des patients réfractaires. Et en fait, réfractaires, ils ont pris quoi? Ils ont pris des mélanomes métastatiques. Donc la ZD6738, c'est un ATR inhibiteur, ça cible la voie du DNAR-hyper. Il y a un rationnel pour combiner donc, ces médicaments, comme on faisait avec le platine, avec les potents du fuseau, et en particulier avec le Taxol hebdomadaire, qui a un profil de tolérance très bon, et qui n'a pas de toxicité cumulative avec les DNAR-hyper inhibiteurs. Donc ça, c'est le graphe que vous devez retenir. Il y a quand même, ça marche. Alors, le Taxol hebdo marche assez bien, mais quand même, ça marche d'une façon assez importante chez un certain nombre de patients. Et en fait, là, vous voyez quoi? C'est en rouge et en jaune, c'est des mélanomes. Donc, le Taxol hebdo dans les mélanomes, bon, ça marche, je ne suis pas convaincu. Et ça, probablement, ça ne marche pas de cette façon. C'est des patients qui sont résistants au traitement classique, avec des réponses qui ont été assez prolongées. Donc là, ce n'est pas les semaines, c'est les jours. Donc là, vous êtes quand même à 1 an potentiellement de traitement. Et donc là, c'est l'exemple d'un patient. Donc c'est toujours pareil dans les présentations de phase 1. On vous montre les patients qui répondent spectaculairement, qui sont peut-être des exceptions qu'on n'a pas compris, mais qui sont peut-être l'exemple de patients qui vont répondre dans le futur. Donc c'est un mélanome traité par pembrolizumab qui progresse, qui fait une réponse assez importante, spectaculaire à ce type de traitement. Donc ça, gardez à l'esprit qu'on fait de la médecine de précision, il y a un vrai retour, il y a un vrai regain d'intérêt avec des médicaments nouveaux. L'exemple, c'est RET. La chimiothérapie a un vrai domaine d'investigation. Et vous avez vu, il y a 2 exemples là qui sont cancers du poumon pré-traités par PD1. Malheureusement, on ne guérit pas les patients avec les anti-PD1. Les mélanomes métastatiques, malheureusement, un certain nombre de patients ne sont pas mis en rémission complète. Vous savez, c'est ce que cherchent les dermatologues. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait lorsque les patients ont déjà échoué aux inhibiteurs de BRAF, aux inhibiteurs de PD1 ou de CTLA4? Il y a probablement une opportunité de développer d'autres médicaments. Alors, l'immunothérapie, il y a plein de choses. Donc, et puis, je vous invite donc au post-ASCO de l'IGR, je crois que c'est la semaine prochaine. Donc, Stéphane Champier m'avait fait une liste de différentes thématiques. J'en ai choisi une par hasard, qui est l'intratumoral. Je pense que vous ne connaissez peut-être pas tous l'intratumoral. C'est une thématique de prédilection d'Aurélien Maravel et de Stéphane Champia. L'idée, c'est de délivrer en fait, du traitement, quel que soit le traitement dans la tumeur. Donc, il y a un vrai enjeu méthodologique, il y a un vrai enjeu de plateforme. Où est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut injecter? L'idée, c'est d'injecter des tumeurs superficielles, donc la peau, les ganglions, mais c'est des tumeurs profondes, donc le foie, le poumon, les ganglions profonds. Et d'injecter des médicaments qu'on ne pourrait pas forcément injecter en systémique, compte tenu de toxicité systémique. Donc là, c'était un exemple d'un médicament, un intratumoral, le CV8002, qui est en fait un mixte d'ARN qui vont activer potentiellement la voie TLR7, TLR8 et RIG-1 en monothérapie et en combinaison aux anti-PD1. Toutes les intratumorales sont de cette façon, avec une escalade de doses particulière, de la combinaison et en targetant des maladies qui ont l'intérêt. Donc le mélanome, enfin les patients qui ont des mélanomes réfractaires aux anti-PD1 sont clairement une voie d'intérêt pour ce type d'approche. En termes de toxicité, les toxicités sont très gérables. Donc on a très peu de toxicité grade 2, grade 3 en monothérapie et en combinaison. On n'a pas de surtoxicité paradoxale. Et puis par contre, vous avez des patients qui ont des réponses, qui sont en étude d'une façon prolongée et qui ont pour certains patients des réponses partielles ou maladies stables, voire des réponses complètes. Donc là, vous avez un patient qui a un mélanome et qui a une réponse complète. Donc là, encore une fois, c'est que des cas très particuliers, mais qui vous donnent en fait l'idée de potentiel de cette approche d'un patient qui avait un mélanome résistant au traitement standard, des injections qui sont plutôt superficielles, donc dans les ganglions, avec en fait une action systémique avec la baisse des LDH, et vous voyez en fait une diminution en fait, de métastases qu'on peut considérer comme pleurale. Notre exemple d'un patient qui a un mélanome, une dame qui avait un mélanome métastatique résistant au traitement classique, avec des mutations, ce qu'on appelle des métastases en transit que vous avez peut-être déjà vu, injection assez simple en intratumoral avec des réponses partielles dans les lésions injectées, mais aussi des lésions à distance, qui est classique en fait de l'intratumoral, où on a envie de faire en fait comme une vaccination in situ des patients, et on espère avoir une réponse locale mais à distance pour les patients et avoir une réponse qui dure sur le long terme.
Donc là, vous voyez, alors pourquoi on inclut alors, principalement des mélanomes, parce que pour l'accessibilité des métastases, pourquoi les tumeurs ORL ou épidermoïdes, donc cancer de l'ORL, cancer de l'anus. De la même façon, c'est des patients qui ont souvent des lésions facilement accessibles à une injection de médicaments. Donc, 3 messages à retenir. Le retour de la médecine de précision. De toute façon, les tests sont de plus en plus faciles à faire. Vous verrez prochainement qu'en France, on a le programme qui s'appelle France Génomique qui va être lancé. Donc, il va être lancé et on va pouvoir adresser les patients sur les plateformes assez rapidement. Donc, on aura de toute façon accès à des screenings moléculaires. L'enjeu, c'est d'avoir accès en fait, aux médicaments et aux bons médicaments, au médicament le meilleur de la classe qu'on appelle. L'immunothérapie, clairement, en fait, est en voie d'exploration avec le problème de la toxicité, l'intratumorale et ce qu'on n'a pas eu le temps de développer, qui sont les thérapies cellulaires qui vont, en tant qu'oncologue, on va devoir se familiariser avec ces thérapies cellulaires. Et puis, il y a clairement un retour des modèles de tumiothérapie, en particulier chez les patients qui vont être tous au stade métastatique résistants aux anti-PD1. Et vous êtes la génération qui verront les patients métastatiques en rechute qui ont été résistants aux anti-PD1 qui ont été donnés en adjuvant ou en néoadjuvant. Donc, on a besoin de diversifier en fait, l'offre thérapeutique. Et puis enfin, je vous laisse le congrès des phases 1, ce n'est pas l'ASCO. Le congrès des phases 1, c'est le TAT ou l'ACR. Donc, on espère que le TAT l'année prochaine sera… J'entends plus rien. Vous m'entendez? Là, je réentends. Il y a eu un petit problème. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne vois pas de questions sur la conversation. Moi, j'en ai une par rapport à l'intratumoral et à l'étude que tu as présentée. Est-ce que je n'ai pas très bien compris si les résultats que tu as présentés, c'était des résultats juste d'intratumoral seul ou de combinaison avec des anti-PD-1? Les deux. En fait, il y avait 2 cohortes. Et en fait, il y a de l'activité en monothérapie et de l'activité, en fait, alors, qui est peut-être parfois moins spectaculaire en combinaison. Donc, c'est… Les approches intratumorales se font toujours de la même façon, même si au niveau méthodologique, il y a clairement besoin de mieux définir la méthodologie. Mais c'est clair que c'est intéressant d'avoir des activités. Il y a souvent de l'activité en monothérapie, parce qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont de toute façon sensibles à la modulation par typiquement le TLR7 et le TLR9 dans certaines maladies. Et puis par contre, l'idée de l'intratumorale, c'est de potentialiser les anti-PD1, soit chez des patients qui sont naïfs d'anti-PD1, soit chez des patients qui sont réfractaires. Donc, typiquement, on a des mélanomes où l'intratumoral seul peut être efficace. Pas dans d'autres maladies, type mésothéliome, cancer du sein triple négatif, on pense que l'intratumoral seul ne sera pas efficace, mais qu'elle est à même de potentialiser les anti-PD1. Ok. Et dans le même style, quand on parle d'antibody drug conjugate, est-ce qu'il y a un rationnel? Je sais que ça se fait notamment dans la vessie où il y a des études d'association. Est-ce que ces associations, il y a un réel rationnel à associer un anti-PD-1 et par exemple un antibody drug conjugate type anti-CACAM5? Exactement. Donc, très bonne question. Donc, comme tu l'as dit, ça se fait dans la vessie. Alors, il y a un rationnel préclinique. Pour l'instant, il y a peu de données cliniques parce qu'on n'a pas biopsié suffisamment de patients pour avoir des données. Mais a priori, la chimiothérapie, alors vous savez, comme la chimiothérapie classique intraveineuse, module le système immunitaire. Donc, il y a des partisans de penser que la chimiothérapie n'a d'intérêt que pour stimuler le système immunitaire. Et donc, ça, c'est probablement d'autant plus vrai dans les anticorps conjugués. Après, il y a une opportunité de tumeur. Donc, dans la vessie, le standard, c'est les anti-PD1. Donc, l'avenir des antibody drug conjugates, c'est la combinaison avec les anti-PD1. C'est vrai dans le cancer du poumon. Donc, l'anti-CAM5, à terme, sera combiné avec des anti-PD1. On peut l'imaginer de façon très facile. Après, il y a des maladies qui sont complètement réfractaires aux anti-PD1. Donc là, on voit mal l'intérêt de les combiner. Mais clairement, comme tu le soulignes, ça va être clairement testé. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions là sur la conversation. Je vois pas beaucoup de questions. Non, c'était acquis pour vous, donc ça vous… Comment? Pour les anti-RET. Les anti-RET, oui, c'est une… Moi, j'avais pas notion de la durée de réponse, du fait que ça pouvait durer aussi longtemps que ça. Donc, il y a 3 grands messages. Premièrement, donc c'est une vraie addiction, c'est une vraie déaddiction oncogénique.
probablement plus important dans les fusions versus les mutations. Et en fait, la durée, classiquement, on dit 9 mois. En fait, la durée avec les RET, c'est pas ça, c'est 2 ans. Les patients, quand ils répondent, ils partent pour 2 ans de traitement. Après, ils rechutent. À ce jour, on a quelques données sur les rechutes, mais on n'a pas biopsié aussi des centaines de patients. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre que l'osimertinib. Après, si vous voulez un parallèle avec les thérapies ciblées, les anti-RET de nouvelle génération, là, le Blue 627, le Loxo 292 et le Boston, c'est l'osimertinib de l'EGFR1. C'est pas le Tarceva. Et après, l'importance de la présentation. Donc, nous, on a screené beaucoup à Gustave Roussy. Je pense que les gens screenent beaucoup en France. On n'a jamais trouvé de cholangiocarcinome ou de pancréas très transloqué. Donc, ça veut dire que la fréquence est probablement faible. Mais en fait, ça, c'est un message pour s'acharner à trouver ces mutations rares, mais qui peuvent être vraiment actionnables. Et donc, ça, je vous ai dit, dans vos hôpitaux, il faut poser la question de comment vous avez accès à ce type de programme. Donc, soit des programmes académiques, soit il y a des screenings moléculaires dans le cas de industriels. Et puis, en fait, il y a ce qu'on appelle France Génomique. Donc, on l'attend depuis 2 ans. Et donc là, c'est lancé d'une façon officielle. Donc, dans vos hôpitaux, vous aurez accès où vous habitiez, en fait, à du screening moléculaire type France Génomique. C'est Whole Exome RNA-seq, Whole Genome. Et pour l'instant, c'est sur congelé. Mais à terme, ça sera sur paraffine. Dommage. Donc, ça veut dire que tous les malades rentrant dans la maladie oncologique auront accès à un séquençage. Exactement. Ouais, c'est l'idée de M. Macron qui a lancé le programme. Mais c'est très bien. Je pense qu'il faut que vous appropriez vous dans vos différents services et que vous militiez pour que les patients puissent avoir accès. Alors, on commence juste, donc on va essuyer. Le début va probablement être difficile, il va falloir apprendre. Mais c'est clair que l'idée, c'est que tous les patients en France métastatiques, qui ont des maladies métastatiques, puissent avoir accès d'une façon ou d'une autre à un screening moléculaire. Ok. Donc, c'est le message de l'ASCO, screening moléculaire pour tous les patients. C'est le message dans le service aussi. Je ne sais pas s'il y a des questions là sur la conversation. Non, j'en vois pas. Dans ce cas-là, un grand merci Christophe pour cette intervention qui était très claire et ce qui permet de se mettre les choses un peu en tête concernant ce qui risque d'arriver dans les mois et surtout dans les années qui arrivent. Donc merci beaucoup. Merci à vous et puis bon week-end. Merci à tous. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.